Rebonsoir à tous, merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de 19h le live. Toujours avec nous Franck Proust, le président de Nîmes Métropole, et Coralie Mollaret, notre journaliste politique qui est à mes côtés. Monsieur Proust, rentrons tout de suite dans le vif du sujet de cette deuxième partie d'interview. La question vraiment, c'est vous, à titre personnel, comment vous vivez cette nouvelle vie sous Covid? On pense aussi à vos enfants, probablement à vos parents. Comment tout ça, vous le vivez dans votre vie personnelle? Difficile en tant que parent, en tant que grand-parent aussi. Toujours de l'inquiétude avec des parents qui sont maintenant un petit peu âgés, puisque ils ont 80 ans les deux. J'ai un fils qui est en difficulté dans son entreprise parce qu'il travaillait beaucoup avec la filière économique dans le domaine de l'ingénierie et il risque de perdre son travail. Ma fille qui a fait un master qui est psychologue clinicienne a beaucoup de difficultés également à trouver un emploi de par la conjoncture. Donc voilà, entre l'inquiétude liée aux problèmes de santé, entre l'inquiétude sur un plan économique, j'ai dire les inquiétudes normales d'un homme qui est à la fois père et grand-père. Un mot également, parce qu'on en a parlé beaucoup pendant la première partie de la crise sanitaire. On n'a pas forcément parlé, puisqu'on avait prévu d'en parler maintenant, des attentats de cette semaine, à Nice notamment. Quel regard vous portez aussi sur cette France qui subit ces attaques, et particulièrement ces dernières semaines? Je crois que vous avez utilisé le mot, on subit et on rajoute de l'angoisse à l'angoisse, mais je crois qu'il faut changer de logiciel. Samuel Paty, l'attentat de Nice, et quand on regarde la typologie de ces criminels, elle est identique. C'est des gens qui arrivent de l'extérieur. Samuel Paty, il était là depuis 2 ans. On lui avait accordé un titre de séjour pour 10 ans. Là, c'est quelqu'un qui est arrivé sur notre territoire en septembre, en situation irrégulière. Je l'ai dit quand on m'a demandé de m'exprimer, je crois qu'aujourd'hui, à force, pas forcément d'un manque de courage, mais avec une bien-pensance, pour pas froisser, pour pas stigmatiser, on a évacué les problèmes et on les résout pas. Et s'il faut changer la Constitution pour résoudre ce problème, alors il faut avoir le courage de la changer. Mais est-ce qu'on peut rester comme ça? Moi, les minutes de silence, les marches avec une bougie dans la main, j'en ai un peu assez. Est-ce qu'on peut rester véritablement dans cette situation? Excusez-moi. Bien sûr que non. Qu'est-ce que ça va apporter de plus de changer la Constitution? Eh bien, simplement, déjà, quand on a des gens en situation régulière, les pays d'origine doivent reprendre les gens. Il faut regarder... Vous savez que c'est pas aussi simple. C'est de la théorie, ça en pratique, c'est compliqué. C'est pas simple parce qu'on a une constitution qui nous empêche justement d'être efficace. Parce qu'on a des pays qui ne laissent pas de laisser passer. Eh bien, moi, vous savez que j'ai prôné, mais là, c'était avec ma casquette de parlementaire européen. Quand on fait de l'aide au développement, qu'on aide ces pays-là, qu'on donne des milliards et des milliards d'euros, je veux qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire que si il ne reste pas, il n'y a pas un engagement sur un certain nombre de choses, mais c'est vrai par rapport à la maîtrise des flux migratoires, c'est vrai par rapport au problème de la démographie, on pourrait y revenir parce que aujourd'hui, tout le monde est aveugle. Mais le véritable problème, c'est un problème démographique. Quand on voit que dans l'espace d'une vie, on est passé de 3 milliards et on va être programmé pour être 11 milliards, il faut se mettre à la place de ces gens qui traversent la Méditerranée dans des conditions pitoyables. Et demain, si vous voulez, ce qu'on observe, c'est le début d'un phénomène. Mais aujourd'hui, il faut à la fois de l'efficacité, et je dis changer notre Constitution. On ne peut pas, toutes les semaines, voir des Français et des Européens se faire égorger comme ça par des tueurs qui se servent de la religion. Je suis désolé. Et ne mettons pas dans le même sac ceux qui dessinent et ceux qui tuent. Attention, parce que j'entends aussi, et je vois le comportement de certains pays. Un mot de politique peut-être, Coralie? On enchaîne. Plus léger, oui. On enchaîne sur la politique locale. On voulait savoir aujourd'hui comment ça allait, vos relations avec Jean-Paul Fournier, parce qu'on a cru comprendre que par rapport à la réélection de l'exécutif, de la présidence au département, vous n'étiez plus vraiment en phase. Alors comment ça va, vous deux? Très bien. J'étais ce matin avec lui, on a pris un café tranquillement, on a discuté du Covid, comment travailler ensemble sur la gestion de ce Covid et autres. Et Pas sur le départemental. On a fait le tour. Si, on en a reparlé. Parce que effectivement, j'ai des divergences. Et alors, vous croyez que Jean-Paul Fournier, on se connaît depuis 89.
on gère la mairie depuis 2001. Vous croyez qu'on a toujours été d'accord ? Sauf que là, vous avez pris une décision et lui n'était pas d'accord. Vous avez outrepassé parce qu'aujourd'hui, vous êtes secrétaire départemental. Est-ce que vous le regardez ce soir et vous lui dites, bon, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui décide ? Non, mais ça marche pas comme ça. J'ai trop de respect, une profonde amitié pour Jean-Paul Fournier. Mais vous savez, parfois, parce que on est comme ça dans notre ADN, Jean-Paul et moi, dans son bureau, c'est la première fois que peut-être nos divergences de point de vue viennent dans la presse parce que c'est un sujet important. Mais néanmoins, je peux vous dire qu'on a eu un dialogue même au bureau départemental. Mais quel est le souci ? Il a une position, j'ai pas forcément la même. On en parle, on dialogue, et voilà. Est-ce que finalement, mais je vous rassure, il n'y a aucun problème entre Jean-Paul Fournier et moi. Est-ce que finalement, peut-être ce qui gêne Jean-Paul Fournier, c'est que l'élection qui va se dérouler dans un mois pour le nouveau président du département du Gard ne porte pas le risque pour les Républicains de mélanger leurs voix avec ceux du Rassemblement national ? Mais attendez, le risque, d'abord, vous avez une élection dans un mois. On est quasiment sûr aujourd'hui, puisque Jean Castex a nommé un émissaire en la personne de Jean-Louis Debré pour définir un nouveau calendrier. Le président qui va être élu dans un mois risque d'être élu peut-être pour 10 mois, puisque le calendrier envisagé, ce serait l'automne 2021. Ça peut être septembre, octobre, novembre 2021. C'est quasiment un an. En un an, on a le temps de voter un budget, de marquer la différence et quelque part de lancer un élan pour les prochaines cantonales et de montrer qu'une présidence et une majorité de droite est différente d'une majorité de gauche. Oui, mais jusque-là, la majorité qui était en place, cette majorité relative, la droite et le centre, ont parfaitement travaillé avec Denis Boide. Qu'est-ce que vous feriez de mieux en tant que républicain ? Je pense que Laurent Burgois et Thierry Procida, avec leurs groupes respectifs, ont eu une attitude et une opposition constructive. Mais ceci étant, on a bien vu qu'il y avait des divergences de fond sur la gestion des mineurs isolés, sur la vidéosurveillance auprès des collèges, sur la surveillance des allocations et différentes aides qui sont attribuées, sur l'aide à certaines collectivités territoriales. Donc, des différences, on peut le marquer. Et puis, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis responsable d'une famille politique, avec Christophe Rivenc qui en assume la présidence. J'ai perdu ce département à une voix près il y a 5 ans. Aujourd'hui, allons au premier tour. Et puis on verra bien ce qui se passera au premier tour. Mais le débat... Je veux dire, aujourd'hui, qui vous dit que l'ensemble des socialistes vont voter pour Madame Périgaud, que les communistes vont voter pour Madame Périgaud ? Alors ça, c'est un peu la stratégie de la droite. Là, en ce moment, depuis des semaines, on entend « Ah, mais Françoise Laurent-Périgaud, c'est peut-être pas la bonne candidate. Peut-être que dans les 22 élus de gauche, PCF, Europe Écologie Les Verts, certains vont voter pour nous. » Ça, vous savez, nous, on a interrogé les élus, on est allé au département, vous savez que ce n'est pas le cas. Le vrai débat, monsieur Proust, excusez-moi, aujourd'hui, je vous pose ma question et vous répondez. Le vrai débat, c'est est-ce que la droite républicaine et le centre sont prêts à se faire élire avec les voix du Front National pour avoir le pouvoir ? Est-ce que c'est le pouvoir à tout prix ? Non, mais est-ce que, moi je vous renverse la question, est-ce que j'ai le droit en tant que responsable politique de laisser indirectement à mes électeurs le choix entre le PS et le Front National ? Parce que c'est ça. Ça, c'est présenter un candidat. Attendez, si la droite et le centre ne présentent personne dans un mois, ça veut dire que je laisse le choix entre le FN et le Parti socialiste. Il y a une différence entre présenter un candidat, monsieur Proust. C'est la même chose en économie. Il y a des combats qui sont difficiles. Est-ce que parce qu'ils sont difficiles, on ne doit pas les mener ? Je suis désolé, aujourd'hui, moi, j'ai 21 conseillers généraux, des conseillers départementaux. On verra bien ce qui va se passer. Pourquoi le président serait élu avec les voix du Front National ? Vous savez, vous, ce qui va se passer dans l'urne ? Est-ce que... Mais c'est vous-même qui avez fait l'appel du pied, c'est vous-même qui avez dit bon... Pas du tout. Si, vous avez dit sur Objectif Gard, si des élus du Rassemblement National votent, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, quelle stratégie vous avez pour gagner le pouvoir ? Non, parce que les mots sont importants. Il faut mettre des fois des mots sur les mots. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que dans l'urne, vous saurez, vous, si la voix, elle émane de quelqu'un du Rassemblement National ou du Parti Socialiste qui n'aura pas envie de Madame Périgaud, ou de quelqu'un de Monsieur Pissas qui voudra régler ses comptes par rapport au sénatorial, ou d'un communiste qui n'aura pas envie de voir un président socialiste à l'aube des cantonales pour mieux négocier les cantonales. Mais monsieur Proust, Madame Laurent-Périgaud a été élue par l'ensemble de la majorité. Ah oui. Le seul qui peut bouger, c'est Alexandre Pissas, qui est aujourd'hui président par intérim. Madame Périgaud, est-ce que vous êtes sûr ?
Mais attendez, mais que Jean-Paul Fournier n'y Elle a croit été pas. élue, Françoise Laurent Périgo, Vous par l'ensemble oui. des élus de la majorité, Oui. excepté M. Pissas et Mme Nicole. Oui, vous pensez que la réunion pour Mais la Monsieur désignation Proust, de Mme c'est quoi Périgo votre stratégie ? s'est bien passée. Ma stratégie, c'est de dire aujourd'hui, quand on est responsable politique et qu'on est un parti politique, au moins au premier tour, on y va. Monsieur Burgois a pris ses responsabilités la dernière fois. Il s'est présenté au premier tour. Et en toute connaissance de cause, parce qu'il ne voulait pas d'alliance avec le Front National, et qu'il n'y a jamais eu une porosité dans ce département, et quels que soient les responsables politiques, que ce soit M. Fournier, M. Burgois ou moi-même, jamais il y a une porosité avec le Front National. Et chez les Républicains, il n'y a jamais de porosité. Je ne suis pas pour l'union des droites, je ne suis pas pour la porosité avec le Front. Donc, présentons un candidat au premier tour, et puis après, on prendra nos responsabilités. C'est pas sûr d'aller jusqu'au bout, en tout cas. C'est ce que vous nous dites ce soir. Mais moi, je ne suis pas un adepte de la politique fiction. Regardons ce qui va se passer au premier tour, et après, on décidera collectivement de la stratégie. Mais il est de notre devoir d'aller présenter quand même un candidat. Mais imaginez, vous allez vous présenter à une nouvelle élection, et les électeurs vont nous dire, quand vous avez pu prendre la présidence, vous ne l'avez pas voulu. Pourquoi on irait voter pour vous ? C'est une stratégie qui s'entend, mais que n'entend pas Jean-Paul Fournier. Ça, mais écoutez, mais peut-être parce que Jean-Paul Fournier a une préférence pour son premier adjoint, Julien Plantier, dans les prochains mois. Et peut-être que sa volonté aussi, c'est qu'effectivement, Julien Plantier puisse prendre des responsabilités au département du Gard lors des prochaines échéances départementales. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que Julien Plantier a travaillé beaucoup avec vous ? Vous n'allez pas m'embarquer dans ce domaine-là. Julien est un ami. C'est à la fois un bébé Fournier, un bébé Proust. C'est un ami, son épouse est même d'ailleurs professionnellement dans mon cabinet. Donc, arrêtez de vouloir alimenter un problème qui n'existe pas. Pour l'instant, je ne fais pas de politique. Pour l'instant, non mais attendez, Abdel, le sujet, c'est un candidat par rapport à des conseillers départementaux qui sont élus. Julien sera vraisemblablement candidat, comme vous l'a dit Jean-Paul Fournier, pour la prochaine mandature. Gérons déjà la fin de cette mandature. C'est important, parce que vous verrez que si on a la chance de gagner ce département pour 10 mois, vous verrez la différence sur une gestion de la droite et du centre par rapport à une gestion socialo-communiste. Mais Monsieur Proust, la question d'Abdel, elle est légitime, puisque aujourd'hui, vous travaillez à mettre des candidats dans tous les cantons, et on vient d'apprendre que, visiblement, alors, peut-être pas en échange, mais Jean-Paul Fournier, Max Roustan seraient tranquilles pour choisir leurs candidats sur les cantons. Est-ce qu'aujourd'hui, je reprends la question d'Abdel, vous êtes favorable à ce que Julien Plantier, on sait qu'il en a très envie, parte sur le canton où Thierry Procida est élu ? Coralie, vous savez que j'ai beaucoup de défauts. J'ai pas dit ça. Non, mais si. Non, j'aurais pas osé dire ça. Mais j'ai quand même une qualité, c'est que je change rarement de discours. Qu'est-ce que j'ai toujours dit ? J'ai toujours dit, et je suis bien placé, puisque j'ai été conseiller départemental 2 fois. Chaque fois qu'il y a eu un accord entre la droite et le centre, il y avait 2 exclusions. Les 2 villes, Nîmes et Alès, où on a toujours dit, sur ces territoires urbains, c'est le maire de la ville qui décide de l'investiture sur les cantonales. Et c'est la raison pour laquelle il y avait le logo, non pas des Républicains, de l'UDI ou ce que vous voulez, il y avait majorité municipale. Mais vous avez un avis, vous êtes secrétaire départemental. Est-ce que vous êtes favorable à la candidature de Julien Plantier sur le canton de Nîmes 1 où il y a Thierry Procida ? La question, elle est simple. Mais c'est très clair, je respecterai, je suis plutôt favorable. Et comme je l'ai dit, puisque Jean-Paul Fournier décidera de ses candidats, comme Max Roustan va décider de ses candidats sur Alès. Jean-Paul Fournier doit être content ce soir d'entendre ça. Et pour tout vous dire, j'ai même reçu Thierry Procida dans mon bureau et je lui ai dit. Merci beaucoup, Monsieur Proust, d'avoir été avec nous ce soir dans notre émission. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Bientôt terminé. Je vous propose de découvrir tout de suite la minute reconfinement. Thierry Allard, notre journaliste à Bagnols-sur-Cèze, est à nouveau confiné chez lui. Mais il a prévu quelques petites pépites culturelles pour nous faire passer plus vite le temps. On démarre en musique et en plus précisément avec de l'optimisme. Optimisme, c'est le nom du nouvel album d'un groupe de rock malien.
Comme lors du premier confinement, Objectif Gare a choisi de ne pas vous laisser tomber et au contraire de vous aider à passer ce cap avec quelques petits conseils culturels. On démarre tout de suite avec de la musique et plus précisément de l'optimisme. Optimisme, c'est le titre du tout nouvel album du groupe de rock malien Songhoy Blues, sorti il y a quelques jours seulement sur le label Transgressive Records. Un groupe venu de Tombouctou et exilé à Bamako depuis quelques années pour cause de guerre civile, qui présente sa musique comme du desert blues. On laissera les étiquettes un petit peu alambiquées de côté pour se concentrer sur l'essentiel. Songhoy Blues propose un rock métissé aux couleurs chaudes, certes, mais avant tout du bon vieux rock. Un rock à l'ancienne qui a des choses à dire et qui le fait avec 11 titres ramassés en seulement 35 minutes, dont les excellents Badala, Bar ou Bonbon. Ça envoie et ça fait du bien. Les 11 titres, et il n'y a rien à acheter dans les 11 titres qui alternent entre l'anglais, le français et le songhai, et qui le font avec la même énergie vivifiante et contagieuse comme un certain virus que nous ne nommerons pas ici. Bref, Optimisme porte bien son nom et par les temps qui courent, ça ne peut pas vous faire de mal. Optimisme par Songhoy Blues, c'est sorti il y a quelques jours chez Transgressive Records, c'est disponible sur toutes les plateformes et c'est plus que chaudement recommandé. Allez, avant de nous quitter pour cette première émission, je vous propose un petit peu de musique avec des images inédites du mix du DJ nîmois Greg Delon. Elles ont été tournées au sommet de la tour Carbonnière à Saint-Laurent-des-Gouzes au mois de septembre dernier. Il proposera ce samedi 1 heure de live stream sur les réseaux sociaux à partir de 20h, mais nous avons quelques images en avant-première. C'est quoi, 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 c'est quoi. Alors, Monsieur Proust, vous aimez bien, vous aussi, la musique électronique? Vous aimez bien Greg Delon? Oui, j'aime bien déjà l'homme. Ça fait partie de ces jeunes talents comme Nico Cuer ou autres qui ont fait des premières parties des plus grands DJ. Et Greg doit, comme les autres dans l'événementiel, il doit souffrir. En tout cas, je trouve les images magnifiques et je trouve ça très très original d'avoir eu déjà cette idée d'aller faire cette vidéo en haut de cette tour. Effectivement, ça sera à découvrir dans son intégralité samedi à 20h. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Nîmes Métropole, d'avoir été avec nous pour cette première émission ce soir. Et puis, on vous retrouvera très bientôt sur notre plateau, forcément. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce premier numéro de 19h, le live. Et je voudrais forcément
remercier ce soir Romain Curat pour la réalisation de cette émission, mais aussi pour la construction de ce plateau, et puis pour son énergie. Remercier notre rédaction qui s'est mobilisée une nouvelle fois ce vendredi pour proposer cette heure un peu dépassée d'informations en direct dans ce contexte si particulier. On va vous donner rendez-vous lundi à 19h. Notre invité, c'est le préfet du Gard, Didier Loga. Avec lui, nous reviendrons sur la menace terroriste et les mesures liées au reconfinement. Je vous rappelle que nos journalistes continuent à vous informer en temps réel tout au long de cette soirée et puis bien évidemment tout ce week-end. Et beaucoup l'attendaient, notamment monsieur Corentin Corgé. Alors à tous, forcément, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée.